Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, ça concerne plusieurs formations encore une fois. On va voir la pratique de l'analyse discriminante sous Python via le package scikit-learn. C'est ça l'idée. Donc, de nouveau, hein, comme les deux dernières vidéos que j'ai faites, un sous R, l'autre sous SAS. Maintenant, on va travailler sous Python. Voilà. Et l'idée, bien sûr, c'est qu'on doit avoir les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire l'apprentissage sur les données d'apprentissage, la construction de la modélisation sur les données d'apprentissage, ensuite l'affichage des coefficients des fonctions de classement, et enfin la prédiction. Alors, je parlerai un peu de la sélection de variables, mais sous scikit-learn, elle est un peu différente. Il n'y a pas la procédure step 10 qu'on a pu voir par ailleurs. C'est une autre procédure qui est proposée ici. Voilà. Bon. Là, pour le coup, surtout pour ceux qui auront la programmer, c'est vraiment pour votre culture personnelle en réalité. Ça, voilà, c'est pas trop l'usage. En revanche, ceux qui doivent l'utiliser pour créer des modèles sur des grosses bases de données, là, faut voir l'intérêt de la chose pour sélectionner quand vous avez une grande base avec plein de variables non pertinentes parce qu'elles ont été générées à la volée, par exemple. Bien, bien, bien. Alors, comme dans les deux précédentes vidéos, donc l'outil de référence, c'est l'ouvrage que j'ai mis en ligne. Voilà, il y a une série d'exemples, pratique de l'analyse discriminante linéaire. Vous avez l'URL qui est là. Je vais parler d'autres tutos également qui peuvent vous aider. Un tuto que j'ai écrit pour la pratique de du machine learning sous Python avec le paquet scikit-learn qui est une référence. On ne peut pas passer à côté, clairement. Hein. C'est une compétence qu'il faut avoir. Sur votre CV, vous mettez Python, vous mettez scikit-learn, les gens comprennent très bien ce que vous savez faire. Donc, il faut avoir cette compétence-là, clairement. Dans la data science, dans le machine learning, c'est des compétences qu'il faut avoir. Voilà. Donc, c'est un des tutoriels les plus chargés. Hein. Regardez, dans les plus populaires ces 30 derniers jours, il arrive en première position depuis un certain nombre de temps déjà. Hein. Voilà, ce qui ne m'étonne pas trop. Ce qui ne m'étonne pas trop parce que, en réalité, c'est une vraie compétence. C'est une vraie compétence de savoir manipuler sous Python déjà. Et ça, j'en ai suffisamment parlé, donc il n'y a plus de surprise pour vous. Et deux, dans Python, savoir utiliser une série de librairies. On a vu NumPy, on a vu SciPy, et scikit-learn, ça en fait partie, hein, de ceux qui sont les plus intéressants. Bien sûr, il y en a d'autres, hein, TensorFlow, Keras et tout ça, mais ça, on les voit plutôt dans un autre cadre, pas avec vous, pas avec ceux qui sont concernés en tout cas par cette vidéo. Très bien. Alors, autre élément important, j'ai écrit un tuto assez ancien, cette fois-ci de 2012, mais bon, c'est pas parce qu'il est ancien qu'il ne sert pas. Et dans ce tuto-ci, j'ai fait une comparaison d'outils. Voilà, ce qui est intéressant également. Donc, regardez, parce que ça vous permet de savoir ce que sortent les différents outils. Il y en a un, les sorties de Tanagra, que j'avais décrit par ailleurs dans un autre tutoriel. Il y a aussi ceux de R, mais j'ai fait un tutoriel récemment, mais avec un autre paquet, cette fois-ci, hein, j'ai utilisé donc Discriminaire, qui est plus conforme à ce qui se fait sous SAS, justement. Je fais les sorties de SAS, mais il y a la vidéo à côté, donc regardez quand même. Hein. Et j'ai même mis SPSS. Hein. Ça, c'est intéressant. Ça vous permettra de voir ce qu'il y a aussi dans SPSS. Hein. Voilà. Donc, ce tutoriel-là, j'ai mis l'URL qui est là. Il peut être intéressant parce que ça vous permet de voir les différentes sorties et ça vous permettra aussi de caler vos implémentations. Je dis ça, je dis rien, mais ça peut permettre de vous caler vos implémentations, avoir des repères sur les différentes sorties, voir ce qui est pertinent de mettre dans les sorties de votre logiciel ou pas. Très bien. Il y a un dernier tutoriel, là, qui est vraiment sur la pratique de l'analyse discriminante linéaire sous Python, cette fois-ci. C'est ce tutoriel-là que je reprends ici, avec quasiment les mêmes données. Je le reprends, mais dans ce tutoriel-là, c'est rédigé, donc je pars dans de nombreuses explications. Voilà, je mets les détails des calculs. Et bon, dans la vidéo, on peut, enfin, ça pourrait, mais non, ça devient très rébarbatif. Une vidéo, quand ça traîne en longueur, généralement, c'est rébarbatif. Donc, c'est pour ça que je vais directement à la pratique. Mais si vous voulez voir le fond, là, vous regardez ici, et par exemple, ici, hein, il y a le calcul du lambda de Wilks, par exemple. Je ne sais pas, hein, je dis ça, je dis rien. Et il y a le mode de calcul de la transformation de Raoult pour avoir le F, hein, et vous faire, donc, pour calculer derrière la p-value. Voilà. Je dis ça, je dis rien aussi, mais bon, les formules sont là. Elles sont même écrites en Python, figurez-vous. Voilà, très bien. Autre élément important également, il y a l'évaluation des contributions des variables. Très bien, très bien. Donc là également, voilà. On a bien vu là, hein, tout le monde a vu. Bien, bien, bien. Donc n'allez pas dire, oh, on ne sait pas, non, 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 non. On a bien tout ce qu'il faut ici. Mais bien sûr, je demanderai un peu plus compliqué. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Comme vous avez tout sous la main là, déjà reproduire, c'est pas mal, mais après aller plus loin, c'est encore mieux. C'est ça l'idée de la manœuvre. Hein. Très bien. Ça, c'est la première étape. Dernier élément, dernière référence. Bien sûr, également, je vous enjoins à regarder la documentation de scikit-learn.
Ça aussi, c'est un élément qui est très intéressant parce que la documentation est très riche sur les différentes manières de voir les choses. Voilà. Ça permet d'aller plus loin. Voilà. Donc, dans mon cahier des charges, là, il y a des choses qu'il faut faire absolument, sinon ça ne va pas. Et après, il y a des questions d'ouverture. Ben voilà, ben c'est à vous de voir ce qui vous paraît intéressant et d'implémenter ce qui vous paraît intéressant dans ces éléments supplémentaires. Voilà, facultatif, hein, mais bon, ce qu'ils font, c'est valoriser, bien sûr, bien sûr. Hein. Voilà, il y a des choses qu'il faut absolument savoir faire pour valider la formation, pour valider la matière, mais après, il faut savoir aller plus loin, hein, en se documentant, en regardant ce qui se passe, ainsi de suite. Hein. Voilà. J'ai suffisamment parlé de tout ça en cours moi-même. Hein, voilà. Donc, vous connaissez, vous savez comment je fonctionne et vous savez ce que je vous demande. Très bien. Voilà, voilà. Alors, pour ce coup-ci, je ne vais pas utiliser Spider. J'utilise beaucoup Spider généralement quand je suis en L3, quand je suis en M1 dans mon cours de programmation Python et dans mon cours cette fois-ci en M1 où je fais donc l'introduction, enfin la data science, comme dans d'autres formations continues aussi par ailleurs, où je fais vraiment la partie introductive, je préfère qu'on utilise plutôt donc, le notebook Jupyter. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est plus simple, on a des blocs de traitement et on a les résultats en dessous, ainsi de suite. On peut générer des rapports là-dessus. Hein, voilà. Donc ceux qui sont concernés, hein, j'ai fait une vidéo où je montre comment on travaille sur le notebook Jupyter et comment ensuite générer un rapport Word via Pandoc. Hein, voilà. Donc là également, il n'y a pas trop de surprises. Voilà. Très bien, donc je suis là et j'ai lancé donc ici le Jupyter Notebook. Hein, là, ici mon navigateur c'est Opera, mais bon, j'aime bien Opera, donc j'utilise Opera, mais votre navigateur ça peut être Chrome ou quoi que ce soit, c'est pas un souci. Hein, voilà. Très bien, et je fais New, voilà, Python 3. Voilà, je crée un nouveau projet et donc je vais traiter les mêmes données que la dernière fois. Alors je ne l'ai pas montré, mais voilà, très bien. Et on va traiter les données alcool. Ça devient un peu répétitif, hein, cette histoire. Hein, mais bon, j'aime bien les données alcool aussi. Donc, dans les données alcool, hein, je vous ai expliqué, type et la variable cible, il y a différentes modalités. Hein, il y a 3 modalités possibles, Kir, Mirabel, Poire. Et on veut deviner le type d'alcool, voilà, en fonction de ses composants chimiques. Voilà, acétylène, butanol, voilà, je ne sais pas, je vous ai dit, moi, bon, ce qu'il y a dedans, c'est pas trop la question, hein, c'est ce qu'il y a dans le verre qui est important. Très bien. Et donc, ça, c'est les données sur lesquelles on modélise. Voilà. Et ensuite, il y a une deuxième partie de données sur laquelle on applique la prédiction. Voilà. Donc, sur la partie prédiction, on n'a que les descripteurs. Voilà. Et on n'a pas la variable cible. Très bien. Une fois qu'on a ça, OK, donc on va modéliser, on va créer les fonctions de classement. Maintenant, ça vous paraît, vous avez bien les idées en tête maintenant, si vous avez vu les vidéos précédentes. On va créer les fonctions de classement sur la base de l'échantillon train, l'échantillon d'apprentissage, d'entraînement. Train, c'est pour entraînement. Et une fois qu'on a les fonctions de classement, on peut les appliquer sur les données ici de prédiction. Voilà, sur lesquelles on n'a pas justement la valeur de la classe et on veut prédire la classe, justement. C'est ça l'idée. Très bien. Une fois qu'on a ça, allons-y alors. Alors, première étape, il faut qu'on apporte les données. Donc, j'ai préparé bien sûr le code en amont. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi devant vous. Puis ça perd du temps, vous n'allez pas me regarder taper du code. Voilà. Donc, ici, j'ai un premier chunk. Voilà, je change de répertoire de travail, je charge les données et je charge la première feuille pour l'instant. Voilà. Et j'affiche les informations sur le data frame pour voir ce qu'il y a dedans. Donc, j'exécute. C'est bien. Donc, il a chargé les données, tout va bien. Ensuite, une fois que j'ai chargé les données, il faut que je lance l'apprentissage. Donc, j'importe la classe de calcul, je l'instancie avec le paramètre par défaut, et ensuite, je lance donc la construction en spécifiant quelles sont les variables explicatives et quelle est la variable cible, type étant la variable cible. Alors, ça se passe comment, ça, ici? Voilà, ça se passe comme ceci. Alors, au lieu d'afficher directement les coefficients, je fais un dire. Pourquoi? Pour que vous ayez une visibilité sur les différentes propriétés de l'objet, les propriétés et les méthodes de l'objet qui est généré. Hein. Donc là, j'importe la classe de calcul qui permet de faire une discriminante linéaire. Là, je l'instancie, voilà. Avec les paramètres par défaut, on peut modifier les paramètres. Justement, dans le tuto qui est là, je l'instancie avec des paramètres différents. Voilà. Là, pour le coup, il faut lire la documentation. Hein. La seule manière de comprendre ce que fait l'algorithme exactement, c'est lire la documentation. Hein. Dans mon tuto aussi, ça me paraissait important parce que j'ai besoin de la matrice de variance-covariance. C'est pour ça que j'ai mis ces paramètres-là. Dans le tuto vidéo ici, je n'ai pas besoin de la matrice de variance-covariance, en tout cas en ce qui me concerne dans mon exemple ici. Du coup, j'ai mis les paramètres par défaut. Et donc, l'algorithme qui est utilisé en interne est différent. Hein. Ça, vous le voyez dans la documentation aussi. Hein. Si je reviens ici, regardez bien, linéaire discriminant analysis. Voilà, il vous dit que le paramètre par défaut, que l'algorithme par défaut, le solver par défaut, c'est SVD.
ben, c'est à vous de savoir ce qu'il y a dedans, ainsi de suite. C'est très important. Le logiciel, il fait ce qu'on lui demande de faire, mais il a un paramétrage. Et donc, soit on spécifie les paramètres, soit on le laisse faire, mais il faut comprendre ce qu'il fait. Voilà, donc je lance ça, j'exécute, voilà, et j'ai la liste des objets. Et parmi les différents objets, il y en a une qui va m'intéresser, c'est coef. Comme son nom l'indique, il est où coef? Là, il est là. Voilà. À mon avis, ça affiche les coefficients, justement, des fonctions de classement. Allons-y, on affiche les coefficients de la fonction de classement. Et la variable cible a 3 classes. La variable cible a 3 classes et il y a 8 variables prédictives. Donc, on doit avoir une structure 3 x 8. Soit 8 x 3, soit 3 x 8. À voir. Allons-y. Très bien. Donc, on voit effectivement qu'on a une matrice ici, 3 lignes, 1, 2 et 3, et 8 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Très bien. Donc, on a les 3 fonctions de classement pour chaque modalité de Y, Kir, Mirabel, Poire, chaque ligne, et on a les 8 variables explicatives qui sont comme ceci. Alors, pour avoir un affichage plus sympathique, j'ai fait une petite modif via un DataFrame Panda, tout simplement pour organiser un affichage qui soit plus sympathique. Mettez pas un truc super moche comme ça. Hein. Quand vous programmez une méthode, il faut soigner les sorties. Ça sert à rien d'avoir des algorithmes super bien si après on a des sorties totalement ingérables, illisibles pour le commun des mortels. Peut-être que vous comprenez, mais il faut aussi faire comprendre aux autres ces résultats. Donc, c'est ce que je fais ici. Je fais un petit arrangement cosmétique et voilà. On voit bien ici les 3 fonctions de classement et on a ici donc les variables explicatives. Alors, dans le tutoriel en question, là où je parle bien beaucoup de la méthode donc analyse discriminante programmée dans scikit-learn, je fais le parallèle entre les résultats de SAS, qui est référence, hein, voilà, et ce que sort ici. Et je dis qu'il y a des petites différences et tout ça, j'explique ça. Voilà. De toute manière, voilà. J'allais dire quelque chose, mais là, je dis trop sinon, hein, donc je ne dis pas finalement. Voilà. Alors, bien sûr, il y a la constante. Donc, j'affiche ici la constante. Ouh là là, j'allais vendre la peau d'ours. Tac, voilà. Et j'affiche les constantes des fonctions de classement. Bien sûr, des fonctions de classement. Donc là, c'est la constante pour Kir, la deuxième pour Mirabel, la troisième pour Poire. Voilà. Donc, on a les fonctions de classement complètes ici. Hein, comme on a pu voir par ailleurs dans la vidéo où je montre comment récupérer les fonctions de classement de Tanagra pour les mettre dans Excel. Très bien. Alors, encore une fois, hein, ici, de nouveau, dans scikit-learn, donc, il n'y a pas les indicateurs de pertinence des variables. Il n'y a pas. Hein. Apparemment, toutes les variables se valent, ce qui n'est pas vrai. On sait très bien que ce n'est pas vrai. Hein, voilà. Donc, un des éléments qui est intéressant, c'est de calculer ces indicateurs-là. Alors, dans le tutoriel, je mets les calculs. Voilà. Mais c'est dans un cadre précis. Hein. Ceux qui auront à le programmer, ce sera un cadre différent. On peut s'inspirer de mon code, hein, ça me paraît, oui, on peut toujours s'inspirer du code. Moi aussi, je m'inspire du code des autres. Hein. La première chose que je fais quand je suis confronté à quelque chose, je fais des recherches sur Google. Tout le monde fait ça. Voilà. Après, il faut savoir le récupérer correctement pour l'intégrer dans son dispositif. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est notre histoire. Pour que ça ne vous fasse pas des résultats qui donnent n'importe quoi derrière. On est bien d'accord là-dessus. Hein. Voilà, voilà. Alors, ensuite, une fois que c'est fait ça, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Il faut qu'une fois que j'ai construit le modèle sur les données train, voilà, qui sont là, je montre encore une fois, hein, voilà, là j'ai modélisé, ici la variable type en fonction des variables prédictives qui sont là, il faut que j'applique le modèle sur une deuxième partie des données que j'ai mis à part, hein, c'est un nombre d'observations différents, pour produire la prédiction ici, hein, de la classe d'appartenance. Soit c'est un Kir, soit c'est Mirabel, soit c'est Poire. Allons-y, donc il faut déjà que je charge la deuxième feuille de données. Alors, allons-y, je vais la charger. Voilà. Ah, oh, j'ai fait n'importe quoi. Tac. Là, je récupère. Tac. Je charge les données. Voilà. Effectivement, on a les 8 variables prédictives, mais on n'a pas la variable cible. On n'a pas la variable cible. Alors, une fois qu'on a ça, donc, je vais appliquer le modèle précédemment construit. Son nom de variable, c'est ADL. Hein. Je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus, mais regardez. Hein. Ici, l'objet que j'ai instancié, l'objet s'appelle ADL. Et donc, c'est ADL que j'utilise après. C'est les résultats d'ADL que je récupère pour les coefficients, pour la constante, ainsi de suite. Voilà. Très bien. Et donc, j'utilise aussi la fonction predict de ADL pour l'appliquer sur les données de prédiction. La deuxième partie de données que j'ai importée là, les 50 observations, c'est d'autres données. Hein. Ici, les premières données, il y en avait 52. Donc, ce n'est pas les mêmes observations, on est d'accord là-dessus. Voilà. Je l'applique sur les données TP où il n'y a pas la variable Y, où il n'y a pas la variable type. On est d'accord, qui est la variable cible. Voilà. Donc, ça, c'est une fonctionnalité importante. Hein. Donc, il faut savoir l'outil, il faut savoir appliquer les coefficients de la fonction de classement pour pouvoir faire la prédiction ici.
Donc Zou, voilà, il a les prédictions Kir, Kir, Mirapoil et Kir, Kir, Mirabel, Poire, plutôt Mirapoil, hein, Kir, Mirabel, Poire. Et ensuite, voilà, je compte les prédictions, ainsi de suite. Voilà, il n'y a pas de surprise. Voilà, donc il y a 19 objets qui ont été, 19 verres qui ont été classés Mirabel, 16 qui ont été classés Poire et 15 qui ont été classés Kir. Voilà, tout simplement, hein, échantillons qui ont été prélevés. Et voilà. Alors, la sélection de variables, voilà, bah, il n'y a pas step disk. Il n'y a pas step disk ici, donc c'est pour ça que c'est important de savoir le programmer, justement. Alors, dans mon tuto, là, j'ai mis la backward. Ah, oui, c'est trop facile sinon. Donc, forward, c'est autre chose. Bah, il va falloir trouver la bonne tactique pour le faire, hein. En tous les cas, très rapidement, hein, il y a des méthodes de sélection pour les autres formations. Pour les autres formations qui sont concernées par l'application des sélections de variables en utilisant les librairies, donc scikit-learn sous Python, il y a des algorithmes de sélection de variables, hein, qui sont disponibles, génériques cette fois-ci, pas pour l'analyse discriminante spécifiquement. Voilà. Et il y en a certains, c'est des méthodes univariées, comme ils le disent ici. Il y en a certains, c'est uniquement basé sur la variance. Quand la variance est trop faible, si elle est nulle, la variance, ça veut dire qu'on a une colonne de constante. Cette variable-là ne sert à rien pour l'analyse prédictive, donc on peut l'acheter. Voilà. Et pareil, il y a d'autres ici éléments pour faire du ranking. Certaines formations que j'en ai parlé savent très bien, hein, c'est une méthode filtre où on trie les variables par pertinence, sachant que la pertinence est mesurée pour chaque variable explicative avec la variable cible. Donc, c'est pour ça qu'on parle ici, justement, il vous parle de l'information mutuelle. Donc, ceux qui sont concernés savent très bien ce que c'est. Du coup, maintenant, il y a le qui 2. La plupart d'entre vous ont fait un peu des statistiques, donc vous savez, hein, on peut voir comme une mesure de liaison le qui 2 en fait. Hein. Voilà, ainsi de suite. Et après, il y a d'autres méthodes qui sont basées sur l'importance des variables. Voilà, ainsi de suite. Voilà. Mais ce n'est pas step disk. C'est pas step disk. Voilà. Donc, à voir. Si la finalité, c'est de créer des modèles prédictifs les plus performants possibles, ok. Si la finalité, c'est de programmer step disk forward, par exemple, bah non, ça ne servira pas ici. Ça sert absolument pas d'ailleurs. Bien, 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 voilà. Donc, pareil, hein, je mets en ligne le code, là, le notebook Jupyter, et je vais l'imprimer aussi en point doc pour que vous l'ayez sous la main. Ah, très bon travail à tous. Et moi, je m'arrête.